On va commencer maintenant notre première séance, notre première table ronde. On va afficher peut-être à l'écran la liste des personnes qui vont participer à cette table ronde que nous allons co-animer. Hélène Vassal de l'INP et moi-même. Et nous allons commencer par passer la parole à Éric de Chasset, directeur de l'Institut national et de l'histoire de l'art. Cher Éric de Chasset, la parole est à vous. Merci beaucoup, chère Juliette Raoult-Duval. Je suis très heureux d'être présent à cette discussion, à la fois parce que nous sommes dans une instance à la fois nationale et internationale, et puis parce que cela a lieu aussi avec l'Institut national du patrimoine et donc avec la présence de nombreux jeunes conservateurs. Je voudrais partir, je ne sais pas comment partir de quelle définition du musée, s'il faut partir de la définition actuelle de l'ICOM, de celle qui est proposée en 2019, de celle qu'a proposé récemment Christophe Pomian dans le musée Une histoire mondiale. Quelle que soit la définition que je prends, ce qui me frappe, c'est que la place de la recherche y est très peu importante. Chez Christophe Pomian, elle est carrément inexistante, en tout cas de façon explicite. Je rappelle la définition qu'en fait Pomian: ensemble d'objets naturels ou artificiels extraits du circuit d'activités utilitaires soumis à une protection spéciale et exposés au regard dans un lieu clos destiné à cet effet, rendus au public, profane et orienté vers un avenir indéfiniment lointain. Donc, dans tout ça, il n'est pas question de recherche. Dans la définition de l'ICOM actuelle, la recherche se trouve peut-être simplement dans le mot étude. Étude, et avec l'idée d'étude des collections, en fait, d'une certaine façon. Et enfin, dans la proposition de 2019, on trouve en plus de étude les mots interpréter et améliorer les compréhensions du monde, qui peut-être ont à voir avec une dimension de recherche, mais c'est encore peu fort. Grosso modo, rien dans cette définition n'oblige explicitement un musée à poursuivre un travail de recherche autrement que l'étude de ses collections de façon, je dirais, concrète. Je voudrais partir de constatations extrêmement simples. D'une part, il n'existe pas d'objet sans identification et sans classement. Donc, il y a une sorte de recherche à minima qui existe dans tout musée pour reprendre ce système de classification et déterminer comment un objet peut s'y retrouver inséré. C'est l'occasion de rappeler, c'est sans doute une évidence ici, mais il vaut mieux sans doute le rappeler, que certains musées sont nés de préoccupations intrinsèquement liées à la recherche, même quand ils ne sont pas des musées scientifiques. Je visitais ce matin le musée de la Monnaie de Paris et je me rappelais, enfin, je me faisais expliquer que lors de sa création, pour la première fois en 1833, il avait été créé pour conserver des collections de monnaies et de médailles utiles pour les chercheurs et pour la production contemporaine de nouvelles monnaies et de médailles, c'est-à-dire, grosso modo, avoir un rôle de recherche active, pas seulement de recherche des collections, de comprendre quelles sont les collections, mais aussi de produire de la pensée et des idées. Comme mon domaine, comme l'indique mon titre, est plutôt celui des arts visuels, je vais plutôt rester dans ce domaine-là, mais je voulais commencer par cet exemple-là. Et peut-être, de façon contre-intuitive, rappeler qu'en réalité, il ne peut pas exister de monstration d'objets sans recherche, au moins implicite, quoique celle-ci soit insuffisamment, à mon sens, valorisée comme telle. Finalement, de par le monde, si on regarde les formations au métier du musée, on se rend compte qu'il y a proportionnellement très peu d'attention accordée à ce que j'appellerais la muséologie comme pratique de recherche. Ça vaut pour la France de façon massive, avec une présence très peu forte de cette dimension, mais ça vaut assez largement internationalement. Je ne veux pas trop développer ce point. Je me suis déjà beaucoup étendu dans un article du numéro spécial État du musée de la revue Histoire de l'art. Je veux simplement rappeler quelques principes simples.
qui m'avait conduit dans cet article à affirmer, et je le réaffirme ici, que chaque accrochage de musée, même celui d'un pan de mur, est de l'histoire de l'art. Là, je parle des musées d'art, évidemment, mais on pourrait l'élargir de façon très simple, c'est-à-dire que chaque décision d'accrochage est la concrétion d'un ensemble de décisions, de vérification, de raisonnement, dont beaucoup relèvent explicitement de la recherche, pas seulement de la recherche sur les objets, mais la recherche sur la recherche en acte avec les objets qui produit de la pensée. À mon sens, si on ne le prend pas suffisamment en compte, c'est parce qu'il y a au moins une double confusion. Premièrement, l'idée qu'il n'y aurait de recherche qu'universitaire, avec des publications, des notes de bas de page, etc. Ou bien, mais ça revient finalement exactement au même, qu'il n'y aurait de présence des sciences au musée, des sciences exactes, que appliquées à aux objets qui ont été collectés, ce qui est exactement le même préjugé. Deuxièmement, et c'est une situation plus française, il me semble que les musées français ont fait le choix d'accentuer la distinction avec la recherche universitaire en recrutant sur un concours qui ne laisse pas vraiment de possibilité à un universitaire, alors c'est très paradoxal le début de mon raisonnement, mais de devenir conservateur sans passer par les fourches codines d'un concours, et que ce concours, comme tous les concours, y compris ceux que j'ai passés moi-même, a des grands avantages, mais il a aussi un désavantage qu'il faut arriver à corriger dans la pratique, je veux dire dans la pratique du métier, qui est qu'il valide l'idée que les connaissances sont derrière soi et non pas devant, qu'on a acquis un certain nombre de connaissances qui vous donnent le droit à exercer à partir de ces connaissances et non pas à les approfondir de façon générale. À mon sens, nous sommes perdants sur les deux tableaux parce que les effets sont très importants. Premièrement, et je dis les choses de façon… J'ai peu de temps, donc ça me conduit à les dire encore plus directement que d'habitude, mais pour ceux qui me connaissent, ils ont l'habitude du fait que je sois assez direct. Premièrement, les conservateurs me semblent avoir eu tendance en France à internaliser l'idée qu'ils ne sont pas des chercheurs, à moins de faire de la recherche universitaire. Que grosso modo, et c'est le paradoxe du fait qu'il y a une forme de choses réservées au concours, c'est le fait que seuls ceux des conservateurs qui effectivement font des recherches universitaires et soutiennent une thèse, par exemple, sont considérés de façon générale, par leurs collègues et par eux-mêmes, comme des chercheurs. Et ce qui va avec, que la recherche dans le musée, à ce moment-là, ça n'est qu'une sorte de résidu, qui est la recherche de provenance ou l'analyse avec les outils des sciences dures, alors que, je le répète, et je veux l'asséner, parce qu'il y a une sorte d'impossibilité de prendre cela en compte, je trouve très forte, il y a une production de la pensée en acte par le musée avec un intérêt particulier qui est le fait qu'elle est partageable immédiatement. C'est-à-dire que c'est de la science de pointe qui est partageable immédiatement avec un public extrêmement large. Et il n'y a pas tellement de domaines scientifiques où cela est possible, et c'est dommage, me semble-t-il, de ne pas le valoriser. Deuxième effet qui me semble important, c'est le fait que les modes de promotion, d'évolution de carrière, ne font de la pratique de la recherche qu'un critère secondaire. Je lisais récemment un responsable de grands musées parisiens dire, je vais citer ce responsable, « Pour revenir sur la mission des musées dans la société française, je pense qu'ils ont d'abord une mission de partage, de transmission. Le musée n'est pas une tour d'ivoire scientifique et intellectuelle coupée des réalités du monde. » Si un directeur de grande institution de référence nationale et internationale peut exprimer une pensée qui opposerait de cette manière-là le partage, la transmission et la science en pensant que la recherche est forcément du côté d'une tour d'ivoire, on a, me semble-t-il, un vrai souci. Ça exprime quelque chose qui, me semble-t-il, est assez fort en réalité. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, je pourrais le faire s'il y a des questions éventuelles. Et cela a des conséquences très concrètes, me semble-t-il. De plus en plus, les missions des conservateurs apparaissent être, de façon pratiquement étanche l'une à l'autre, la gestion des collections d'un côté, et là il y a un peu de recherche, mais uniquement sur les objets de la collection, c'est étude des collections, en laissant de côté le fait qu'on est vraiment aussi dans une production de savoir par le musée lui-même et par son mode de monstration.
Deuxièmement, de diffusion auprès du grand public, qui oublie au passage les publics qu'on considère aujourd'hui comme privilégiés et au premier chef les artistes et les autres chercheurs, qui sont pourtant des publics essentiels du musée. Et troisièmement, de management administratif. Et dans tout cela, la recherche n'a qu'une place extrêmement congrue. Du reste, j'observe, en tant que directeur de l'Institut national d'histoire de l'art, que nous avons du mal à recruter des candidats conservateurs sur nos postes de chercheurs, et plus particulièrement, et ça me semble très significatif, lorsque nous ouvrons des bourses de recherche qui sont destinées au personnel conservateur et non conservateur de musées en région, puisque j'ai tenu à ce que ça évolue pour ne pas concerner que les conservateurs. Chaque année, il n'y a pas une année sans laquelle on ait des collectivités territoriales qui refusent qu'une ou un de leurs conservateurs candidatent ou viennent, une fois qu'il a été sélectionné au terme d'un processus très sélectif, alors même que l'INHA rembourse aux collectivités les salaires et prend en charge les frais de logement et de transport. Et j'avais fait le même constat quand j'étais à la tête de la Villa Médicis, que l'idée de renouer avec une tradition importante de la Villa Médicis qui était d'accueil comme pensionnaire de jeunes conservateurs. On peut citer des jeunes conservateurs très prestigieux qui y ont été, d'Antoinette Lenormand-Romain à Henri Loiret et d'autres, était extrêmement difficile aujourd'hui à reprendre, et qu'il n'y avait guère que le Louvre qui considérait comme intéressant de se séparer d'un conservateur pour une année pour que elle ou il puisse venir faire des recherches. Pour cela, il me semble qu'il y a des solutions et qu'il faut, enfin, je me permets d'inviter mes chers collègues à aller dans ce sens-là. C'est d'une part de valoriser la dimension de recherche, et véritablement de recherche, pas seulement de recherche des collections, de recherche les études, mais ensuite dans la carrière elle-même. Valoriser aussi la part de recherche dans l'évolution des carrières en sanctuarisant cette part. Je ne sais pas par quoi ça passe administrativement, mais je suis sûr qu'il y a des moyens de le faire passer, y compris auprès des collectivités territoriales. La deuxième solution, à mon sens, c'est d'ouvrir toujours plus les ponts entre les musées et l'université, mais sans qu'un modèle vienne prendre la place de l'autre. Pour moi, le pire, c'est cette tendance extrêmement forte à faire que tout doit passer désormais par les mêmes fourches codines et qu'il n'y aurait qu'une seule manière de faire de la recherche, qui serait celle de l'université. Je suis universitaire, mais j'interviens aussi beaucoup dans les musées pour y faire des expositions. Je pense qu'il y a là une valorisation de pratiques de recherche diverses qui doivent être mises en place. Troisièmement, et je terminerai par là, faire des musées qui soient, comme le disait mon ami Christian Bernard, le fondateur et directeur pendant très longtemps du MAMCO de Genève, des lieux où les expositions sont permanentes et les collections temporaires. C'est-à-dire faire en sorte que cette recherche que j'ai indiquée au départ, qui passe par les objets eux-mêmes, elle puisse se faire, que si les conservateurs ont peu de temps et pas forcément d'appétence, et c'est tout à fait légitime pour faire de la recherche qui débouche sur des publications, je dirais papier, savantes, etc., ils puissent le faire sur ce qui est, à mon sens, le rapport le plus crucial pour l'ensemble de la société, et si je prends le cas de l'histoire de l'art pour les historiens de l'art, c'est-à-dire en multipliant les points de vue, en faisant tourner les accrochages, en travaillant sur les collections, en faisant des expositions temporaires qui ont des liens explicites avec les collections. Bref, tout un travail qui fait de la pratique même du musée un travail de recherche. Merci. Merci beaucoup, cher Éric de Chasset. Hélène, je crois que c'est toi qui passes la parole maintenant. Oui, tout à fait. On va enchaîner avec Christian Autain. Et Charles Personnat rappelait que l'INP s'implique dans la recherche scientifique aussi bien dans le domaine de la restauration et tout le travail sur la matérialité des œuvres que celui de la conservation au sein des métiers et des pratiques. Christian Autain, vous dirigez la direction des études de l'INP et à ce titre, vous coordonnez ce plan stratégique de l'action de l'INP. Je vous donne la parole.
Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Je vois que nous sommes ce soir encore très nombreux puisqu'il y a plus de 300 personnes qui participent à cette rencontre. Alors, je remercie Éric de Chassey pour tout ce qu'il a dit parce que je partage à la fois beaucoup de points d'accord avec lui et puis certainement aussi des points que je vais nuancer ou que je vais reprendre. La présentation qu'il a faite, qui était très centrée sur la question des conservateurs, nous interpelle forcément à l'INP. J'avoue que pour ma part, le point de vue que j'essaierai d'adopter ici, en parlant de la place que la recherche peut tenir dans les formations et dans la vie professionnelle des acteurs du musée, parlera des conservateurs et des restaurateurs au sens large, c'est-à-dire de tous ceux qui, par leur activité intellectuelle, contribuent à produire un discours ou à produire la solidité et l'efficience de ce discours, fondé sur les collections, mais aussi, comme il l'a très justement dit, sur le simple geste que peut être un accrochage ou la construction d'un parcours permanent. Alors, j'ai eu moi aussi dans mes études des grands conservateurs. J'ai été, quand j'étais à l'école des Chartes, l'élève d'Alain Erland Brandenburg, qui fut tout à la fois un grand haut fonctionnaire et aussi un grand conservateur et qui aimait à dire, je crois, l'intellectuel est un homme d'action. Et c'est peut-être quelque chose qui m'a, à ma très modeste échelle, guidé ou qui essaye de me guider encore aujourd'hui dans le travail que je fais en tant que directeur des études pour accompagner de futurs collègues vers le métier ou pour les accompagner quand ils passent à l'INP dans une part de leur métier. Et de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord avec Éric de Chassey quand il dit qu'il ne faut pas dissocier justement activité intellectuelle, académique et pratique. Et pour moi, le conservateur est fondamentalement non pas quelqu'un qui est du côté du politique et totalement soumis aux politiques, ou quelqu'un qui est totalement du côté du savant et détaché des contingences politiques, pour reprendre l'articulation un peu weberienne de ces deux métiers, mais c'est un savant en politique, et c'est un savant dans la cité. Ou pour reprendre le titre d'un autre conservateur qui n'est pas conservateur de musée, mais qui est un archiviste de grand talent, Édouard Bouillet, il doit être un ver luisant dans la cité. Alors, je voudrais articuler ma présentation en 3 temps, en revenant tout d'abord peut-être sur quelques moteurs intimes ou collectifs de la place de la recherche dans nos métiers, dans les métiers des musées ou dans les métiers du patrimoine. Ensuite, en adoptant peut-être un point de vue légèrement décalé, qui est celui du conservateur du patrimoine que je suis, et je me revendique plutôt conservateur du patrimoine transspécialité, comme il y avait jadis des gens qui étaient adhérents directs à l'UDF, certains se souviennent peut-être de ce parti. J'essaierai de partager avec vous quelques idées sur ce que pour moi revêt de spécifique la recherche des professionnels des musées. Et enfin, j'essaierai de dresser avec vous quelques pistes et réflexions sur les manières dont on peut améliorer ou rendre plus structurée cette place de la recherche dans nos métiers, car Éric de Chassey l'a dit, et là je suis aussi tout à fait d'accord avec lui, il y a certainement du travail et même beaucoup de travail à faire. Un mot qui ne sera peut-être pas employé trop souvent ce soir, mais que je souhaiterais quand même mettre en tête de mon intervention sur ces ressorts intimes ou collectifs de la recherche, serait la question du plaisir. En tant que professionnel, en tant que scientifique, venu au monde de la conservation par des voies et par des disciplines qui sont variées, c'est très souvent, je crois, le plaisir de la recherche, avec ce que la recherche peut avoir aussi de spécifique dans ce qu'elle suppose de rigueur, d'ascèse, d'exigence, de difficulté aussi. C'est très souvent elle qui nous a conduits vers les métiers que nous exerçons et vers les carrières que nous menons. Et quelle que puisse être l'importance de ce qu'on a appelé le management administratif, je crois que si on veut que le métier qu'on a choisi soit toujours un plaisir, eh bien, cette préoccupation doit rester au cœur de notre activité. C'est ensuite, je crois, j'évoquais Alain Erland Brandenburg tout à l'heure, le bonheur, le plaisir de se construire une généalogie intellectuelle, de se revendiquer selon ces principes de civilisation inversée qu'évoquait Gérard Lanclus
à propos des généalogies intellectuelles qu'on se construit, des traditions qu'on s'invente, c'est se revendiquer d'un héritage, celui de prédécesseurs qui ont œuvré, qui ont écrit, qui ont bâti, qui ont fait effectivement des accrochages, des expositions temporaires ou permanentes, et c'est dans leurs pas, et c'est dans leurs idées que nous inscrivons les nôtres. C'est aussi, je dirais, une question d'efficacité et de légitimité pour se poser face à des interlocuteurs qui peuvent être purement administratifs ou purement académiques. Et c'est essayer de tenir l'équilibre entre les deux et de faire la synthèse entre les deux. En effet, une expertise scientifique qui s'est fondée à 20 ou 25 ans sur une dissertation et sur un concours, si on ne la fait pas évoluer, elle rouille et on en viendrait à 50 ans à croire encore aujourd'hui que les lieux de mémoire de Pierre Nora sont le dernier mot du renouvellement en matière d'historiographie. C'est enfin, et il ne faut pas le nier, compte tenu du contexte très international dans lequel se situent les musées, une question de positionnement aussi et de légitimité des professionnels français, qu'ils soient restaurateurs ou conservateurs lato sensu, par rapport à leurs collègues des autres nations. Comment se situe, pour un conservateur du patrimoine qui n'est pas conservateur de musée, la recherche des professionnels de musée dans ce domaine? Elle présente tout d'abord pour moi, avec l'œil du Candide, l'avantage que procure la très grande ouverture internationale de ce secteur, qu'on pourrait qualifier en termes bourdieusiens pour le coup de faction dominante un peu du champ du patrimoine, qui tient à la très libre circulation des œuvres, ainsi qu'au mouvement des idées et des hommes qui les conservent, qui les exposent et qui de ce fait les transportent aussi souvent aux quatre coins du monde. Elle a également cette originalité propre qu'on ne rencontre pas forcément, il faut le souligner, dans d'autres secteurs du patrimoine, qui est qu'elle dispose, à côté de la recherche purement académique, de ses propres lieux de formation, d'élaboration, de transmission, et que grâce sans doute à la politique très intelligente qui a été menée par Philippe Duret, l'école du Louvre est devenue une véritable grande école de l'histoire de l'art, qui pousse ses diplômés au niveau du master et au niveau d'un diplôme de 3e cycle qui peut être reconnu quasiment comme un doctorat, et qui est une école où tout conservateur de musée qui enseigne peut avoir pratiquement, sinon la liberté académique de l'enseignant-chercheur, du moins pratiquement tout ce qui va avec, c'est-à-dire des étudiants, la capacité à encadrer des travaux. S'ajoute à cela l'existence de très nombreux canaux de diffusion des travaux qui sont propres au musée. Alors là, je ne parle plus des questions d'accrochage, mais je parle bien d'ouvrages individuels, d'ouvrages collectifs, de revues, de catalogues d'exposition, souvent très volumineux, avec des articles dont la paracritique montre qu'ils ont été produits, en tout cas en toute apparence, selon les normes de la littérature scientifique. Encore qu'il faille, à mon avis, parfois s'interroger sur les conditions exactes dans lesquelles ont été produits ces textes. Est-ce que le temps a vraiment toujours été là pour laisser la place à la documentation? Est-ce que d'autres sources que celles des dossiers d'œuvres ont été consultées? Est-ce que véritablement le temps des recherches archivistiques ou bibliographiques larges a-t-il été pris? Il y a enfin, du fait de l'importance aussi de l'activité de conservation et de restauration dans les musées, le fait que cette recherche est extrêmement plurielle et qu'elle n'est pas seulement le fait ni de conservateurs ni de restaurateurs, mais qu'elle est le fait de gens qui sont historiens, historiens des sciences, historiens des techniques, historiens d'art de différentes personnes, muséologues parfois aussi pour certains d'entre eux, et qu'il y a de ce fait sur la question de la recherche dans les musées faite par les professionnels aussi une pluralité, je dirais, de voix qu'on ne rencontre pas, par exemple, dans le domaine des archives ou dans le domaine de l'archéologie. Il y a enfin le fait, et là je parle non plus de la recherche faite dans les musées, mais de la recherche faite sur les musées, il y a aussi le fait que compte tenu de la forte visibilité médiatique et presque de la surexposition médiatique de ces institutions culturelles par rapport à d'autres, la recherche sur les musées, faite par les chercheurs en sciences sociales, sociologues, anthropologues, économistes, est souvent, par définition, la recherche sur le patrimoine. Et presque par défaut, une recherche en sciences sociales sur le patrimoine sera très souvent une recherche en fait sur les musées. Peut-être que les juristes, de ce point de vue-là, font un petit peu exception. Si je devais maintenant un peu nuancer ce tableau, je dirais que la recherche dans les musées a aussi d'autres caractéristiques qui peuvent nous interpeller. Elle est à certains égards
moins organisé selon les critères strictement académiques. Moins de conservateurs de musées, par exemple, que d'ingénieurs d'études, d'ingénieurs de recherche ou de conservateurs dans le domaine de l'archéologie sont membres d'unités mixtes de recherche et participent de manière très régulière aux travaux de celle-ci, s'inscrivant dès lors non pas dans un espace de production scientifique, mais dans un espace de production scientifique fait véritablement selon les normes, les usages, les pratiques et les dynamiques qui sont propres à l'institution académique incarnée ici par le CNRS et les universités. Elle tient aussi au fait, à mon avis, cette spécificité de la recherche dans les musées, elle tient au fait que si elle est présente de multiples manières et un petit peu partout, elle n'a pas non plus certainement la centralité évidente qu'elle a, par exemple, pour les conservateurs ou les chercheurs de l'inventaire général, qui, au sein de notre institution du patrimoine, sont les seuls professionnels à faire véritablement de la recherche leur activité la plus quotidienne. Je voudrais maintenant, dans un troisième temps, esquisser avec vous quelques pistes de réflexion plus ou moins institutionnelles, de mon point de vue, sur la place de la recherche dans la vie et les parcours scientifiques des personnes. En écho à ce que j'ai dit en introduction, quand j'ai parlé de la passion qui souvent conduisait vers nos métiers, il y a, je dirais, la nécessité et une réflexion peut-être à mener au niveau français sur la place que nous accordons à la recherche qui s'est produite avant que les concours divers et variés ne viennent sélectionner les personnes. Le concours de l'INP, comme beaucoup d'autres concours de catégorie A, est un concours théoriquement placé au niveau de la licence. On sait que dans les faits, la proportion de jeunes conservateurs dotés d'un master, voire de 2 masters, voire d'un diplôme supérieur est tout autre. Sur la nouvelle promotion qui a intégré l'INP en janvier, sur 33 élèves, tous disposent d'un master et ont donc eu une première expérience de recherche, voire 2, quand passés par l'école du Louvre, ils ont fait un mémoire de M1 et un mémoire de M2. 8 sont titulaires de 2 masters. 12 sont titulaires d'au moins un diplôme supérieur au master, pour 10 d'entre eux une thèse de l'école des Chartes, et 3 sont par ailleurs docteurs dans leur spécialité. Mais toutes ces spécificités concernent les individus et non pas le corps des conservateurs d'un point de vue statutaire. Et peut-être y aurait-il effectivement une réflexion à mener pour que, statutairement, l'exigence d'une première expérience de recherche soit pleinement reconnue. Il y a ensuite la question de la recherche dans le parcours professionnel, et ce pour tous les professionnels des musées, qu'ils soient restaurateurs, conservateurs, chargés d'études, attachés. En effet, les congés formation, les congés scientifiques sont insuffisamment utilisés. En effet, il y a véritablement auprès des collectivités territoriales un combat à mener pour faire comprendre l'importance, la nécessité de pouvoir, dans une vie professionnelle riche et bien remplie, se construire des temps de suspension, des temps de réflexion, des temps d'écriture, des temps de mise à distance, des temps d'actualisation des connaissances, des temps aussi, n'ayons pas peur de le dire, pour un plaisir autre que celui que procure, et on sait qu'il est très grand, le plaisir d'accueillir dans son musée des publics divers et variés, le plaisir aussi de servir le bien commun en tant que fonctionnaire de l'État ou des collectivités. Il y a aussi la question de l'adéquation avec les standards internationaux. Elle n'est pas négligeable. Différentes institutions, et l'INP y a pris sa part, ont engagé ces dernières années des processus de réflexion et d'action pour favoriser l'accès des conservateurs ou des professionnels des musées lato sensu au grade de docteur. L'école des Chartes au sein de l'université PSL a créé il y a quelques années un doctorat sur travaux pour les conservateurs du patrimoine comme les bibliothèques qui souhaitent, par le biais d'un travail réflexif d'une centaine de pages, faire un petit peu la somme et le bilan des travaux qu'ils ont pu produire pendant 10 ou 15 ans d'activités scientifiques, d'articles, de commissariats d'exposition. L'INP, dans le cadre d'une école universitaire de recherche, emportée par l'Université de Paris-Cergy et dans laquelle sont embarquées d'autres écoles d'art, de paysage, également des départements de littérature de cette université, propose depuis maintenant 3 ans un doctorat par le projet qui permet d'associer réalisation d'un projet professionnel. C'est vrai que dans le monde des musées, on va souvent penser à un commissariat d'expo, mais
Valérie Koslowski, qui est directrice du musée départemental de l'Oise, réalise par exemple un doctorat par le projet à partir de l'écriture de son PSC, et plus particulièrement de la question de la place qui doit être faite aux collections archéologiques anciennes. La dimension proprement académique de ce doctorat, la rédaction, disons, d'un essai original, consistant en fait en 3 moments de réflexion, de mise à distance de la pratique en fin de première, en fin de deuxième et en fin de 3e année, afin que la pratique professionnelle ne soit pas seulement production de connaissances, mais qu'elle soit aussi objet de connaissances pour les conservateurs. Ce ne sont bien entendu que quelques pistes et qui doivent continuer à s'inscrire, je crois, dans une recherche de dialogue avec le monde académique, de dialogue et de partage. De ce point de vue-là, je crois qu'à l'INP, nous avons trouvé avec nos partenaires de Cergy une relation qui est extrêmement équilibrée, mais il est clair, en effet, qu'il y a des marges de progression qui sont réelles. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Christian. On va passer la parole rapidement à Roland May. Roland, vous dirigez depuis 2007 le Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine, le CICRP, qui est implanté à Marseille. Le CICRP est le plus important laboratoire public voué à la recherche des matériaux et œuvres patrimoniales en région, et vous menez une politique de recherche extrêmement active. La parole est à vous. Merci beaucoup Hélène, et merci à tous et bien sûr aux organisateurs de cette soirée de nous donner la parole. Alors mon propos sera un propos surtout de témoignage, c'est-à-dire du fait de notre rôle, et je vais y arriver. Nous sommes en contact permanent avec les musées, mais également avec les scientifiques autour de la matérialité des œuvres. Donc, je vais un peu, plutôt que parler de politique de recherche, parler de témoignages, comment les musées, effectivement, se positionnent par rapport à ceci. Donc, effectivement, le CICRP est donc une institution qui assure une assistance scientifique et technique en conservation-restauration au bénéfice du patrimoine public ou privé protégé des monuments historiques, donc auprès des musées. Pour nos collègues français, on peut nous assimiler au C2RMF et à l'RMH en termes de mission, comme ça ils verront un peu ce qu'il en est. Et donc la particularité du CICRP, comme le C2RMF par exemple, c'est que sur les 26 agents que nous sommes, nous cohabitons, c'est-à-dire que nous sommes des agents relevant de sciences humaines, mais également des agents relevant des sciences dites dures. Et souvent, le mot recherche, d'ailleurs, a cette connotation scientifique de sciences dures. Et on oublie quelquefois que la recherche, c'est aussi un domaine des sciences humaines. Et donc, de sciences dures, dotées d'instrumentation scientifique, d'imagerie scientifique, d'ateliers de restauration. Donc, on mène une assistance soit in situ, soit on accueille des œuvres en restauration dans nos ateliers, donc à l'image du CICRP. Et avec ceci s'ajoute effectivement le fait que nous participons à des programmes de recherche et nous sommes partenaires d'une unité mixte de recherche, le MR 3495 du CNRS, au sein d'un laboratoire commun, et nous travaillons essentiellement sur l'imagerie numérique et son apport en conservation du patrimoine. Alors, je donnais un peu ce paysage-là parce que c'est pour vous montrer aussi que nous sommes constamment confrontés à ces 2 domaines très particuliers qui ne voient pas la recherche de la même façon. Et qui explique peut-être aussi le fait que la recherche prise sous une certaine appellation n'est pas forcément perçue de cette manière-là dans les musées, ou plutôt que les recherches qui sont faites dans les musées ne sont pas perçues comme il le faut par les scientifiques dans les sciences dures. Ça a été dit à plusieurs reprises déjà, cette cohabitation est quand même un peu particulière. Donc je précise tout de suite que mon intervention, mes exemples concerneront l'approche matérielle des collections et non pas l'approche historique des collections, puisque nous sommes notamment spécialisés sur les problématiques d'altération des matériaux. Alors, pour relater un peu ce que nous vivons au quotidien de la part des collègues, c'est que d'une part, je rappellerai que le musée est quand même un lieu de recherche, que cette notion fait partie de la définition des fonctions de la loi musée de 2002, et que c'est une mission et qu'on la retrouve soit dans des missions de base du type exposition, parce que tout discours suppose recherche, ou de conservation-restauration. Et donc, quelque part, cette recherche qui n'est pas académique, tel qu'on pourrait le concevoir, et que j'appelle ce qui est plutôt une sorte d'apport à l'enrichissement de la connaissance d'un bien culturel, la conservation-restauration, lorsque l'objet est en train d'être restauré, est un moment privilégié de recherche et aussi d'alimenter la connaissance des objets, et troisièmement,
de diffuser. Je pense aussi, ce qui est important, c'est de lier la recherche à la diffusion et de ne pas, justement, et ça a été très bien souligné par Yves de Chasset, avoir d'un côté la diffusion et de l'autre côté la recherche qui serait effectivement dans sa tour d'ivoire. Il faut absolument, et c'est peut-être là que les musées sont un peu frileux, c'est qu'ils ne diffusent pas assez ce qu'ils font, qui est de la recherche ils font de la recherche comme M. Jourdain fait de la prose, sans le savoir, et ils ne diffusent pas ces connaissances comme on pourrait le diffuser au niveau de la recherche. Et on voit bien que, justement, la restauration, je prends cet exemple-là parce que c'est notre quotidien, est un superbe support à la fois de recherche et de diffusion, puisque c'est un moment privilégié où on va avoir plus de connaissances des œuvres, on va avoir de la documentation, et surtout, on va rencontrer d'autres professions que les professions dites muséales. On va rencontrer effectivement les restaurateurs qui vont avoir un éclairage sur la matérialité des œuvres. On va avoir un contact, dans certains cas, pas systématiquement, mais dans certains cas, avec des scientifiques qui vont faire les analyses, qui vont faire l'imagerie. Or, là aussi, la recherche, c'est une confrontation de sources différentes qui sont quand même extrêmement intéressantes. Or, je suis assez souvent surpris que ces moments privilégiés ne sont pas exploités par les musées sous le biais d'expositions, de publications, et qu'il y a effectivement, voilà, on fait de la restauration, on s'occupe de la conservation des collections, mais on ne fait pas le lien qu'on pourrait établir sûrement de manière plus étroite avec le public, la diffusion et de construire un discours autour de ça. Donc, j'allais dire sur le nombre d'œuvres qui sont restaurées dans nos espaces, on a assez peu le cas, par exemple, d'un musée qui place la restauration comme un projet de recherche, par exemple. Alors que nous avons à peu près 150 tableaux qui sont restaurés par an, il n'y a qu'un ou deux tableaux qui arrivent chez nous parce qu'il y a, dès le début, de la part du conservateur, une volonté d'en faire un support de recherche et d'exposition et de diffusion. Or, ce sont toujours des éléments importants. Là, je citerai j'espère que l'exposition pourra ouvrir, vu le contexte, mais le musée de la Castre de Cannes a amené un tableau de Judith Holofernes d'Artemisia Gentileschi, à la fois pour une restauration, mais une investigation scientifique. Ça a permis quand même de découvrir l'inscription mentionnant le commanditaire. On a pu voir qu'il y avait une réduction du format. On a pu voir que le jaune de plomb étant rapidement utilisé par l'artiste et qu'on pensait être plutôt limité à sa période romaine, il continue à l'utiliser pendant sa période napolitaine qui a été identifiée par un historien d'art italien, Francesco Solinas. On voyait que c'est cette conjonction, j'allais dire, de faisceaux qui est le quotidien du musée, et là, cette fois-ci, transcendé par le fait d'une exposition d'un catalogue scientifique. On a fait exactement la même chose avec le musée du Petit Palais à Avignon, autour d'un artiste italien, d'un primitif italien, Battista Di Gerio. On a pu mettre en exergue son travail au pochoir dans un tableau d'une peinture sur bois. Et si vous voulez, ce que je trouve intéressant pour développer ces aspects-là, c'est que ça serait une reconnaissance du public de la capacité d'un musée à faire de la recherche. On fait beaucoup de recherche, j'allais dire, de manière un peu entre soi, c'est-à-dire effectivement la connaissance. Et c'est pour ça qu'il y a cette image de tour d'ivoire. Mais si on fait de la recherche qui permet non seulement d'une publication, mais également une monstration, et ça c'est quand même la mission première du musée, c'est de montrer les œuvres, c'est de montrer et de construire un discours autour de ça. Je pense que la recherche et la prise de conscience qu'il faut faire, enfin qu'on fait de la recherche déjà sans le savoir, mais qu'on pourrait développer des éléments de recherche, serait probablement plus porté par les gens de musée. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que, et ça a été également dit précédemment, c'est que ces questions de recherche ne sont pas portées par les musées parce qu'ils pensent ne pas faire de la recherche, alors qu'en fin de compte, ils en font et qu'ils ont les moyens d'en faire sans forcément que ça soit très compliqué à mener. Autre exemple, pour rester dans ce réseau enfin, sur cette thématique de restauration, pour moi, le modèle qui est immédiatement déclinable, et ça, je remercie beaucoup l'INP, c'est les mémoires des élèves restaurateurs. On est là tout à fait dans un exemple concret d'un bon support de diffusion, c'est-à-dire à partir d'un travail scientifique, de restauration, historique, etc., on pourrait, chaque mémoire, j'ai eu le plaisir et l'honneur de présider le jury de sortie de 2020-2019,
quasiment chaque mémoire est un sujet d'exposition et on pourrait, j'allais dire, à la fois montrer qu'on fait de la recherche, qu'on fait de la restauration, qu'on s'occupe du patrimoine, qu'on fait de la diffusion auprès du public grâce à ce travail-là. Ça permet aussi au musée de montrer que c'est un lieu de réseau. La recherche, c'est d'abord une question de réseau. C'est-à-dire qu'il est capable, à partir d'une problématique autour d'une œuvre, de trouver les compétences qu'il faut, qui ne sont pas dans le milieu muséal, mais qu'on va chercher dans le milieu universitaire, dans le milieu des scientifiques et autres. Et là aussi, je pense qu'il faut être plus volontariste. Là, les musées devraient être plus volontaristes pour pouvoir effectivement développer cet aspect-là. Donc ça, c'est un premier exemple, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la vie quotidienne d'un musée, avec ses campagnes de restauration, il y a des éléments de recherche qu'on vit au quotidien. Quand on va sur un autre type de recherche, c'est-à-dire quelque part, plusieurs musées ou un musée qui essaye de définir une problématique à partir d'un corpus, d'une thématique, on voit que là, ça devient un peu plus rare et un peu plus compliqué, parce que d'une part, ça suppose une collaboration entre les musées, et là aussi, souvent, je pense que les musées surtout les musées en région, évidemment, sont dépourvus d'un réseau scientifique, c'est-à-dire que pour élaborer une problématique, ça veut dire qu'effectivement, et trouver des réponses, il faut après aller chercher des ressources techniques ou intellectuelles qu'on trouvera en milieu universitaire ou dans des laboratoires, par exemple. Et là, ça commence à devenir un peu plus compliqué parce que ce sont des réseaux qui sont peu connus par les musées. Alors, on peut passer par le CICRP qui, lui, a son propre réseau, mais on voit bien que les musées sont un peu démunis. Je vais vous donner deux exemples de démarches de ce type. C'est par exemple le musée d'histoire de Marseille, le musée de Martigues et le musée de Graney ont décidé avec le service régional d'archéologie, le CICRP et le centre de recherche et d'enseignement de géosciences de l'environnement, qui se trouve à Aix, de travailler sur les sculptures celto-ligures du sud-est de la France. C'est-à-dire à la fois de travailler sur les parties archéologiques, sur les archives, mais également sur l'identification des pierres, l'identification des carrières, et donc d'arriver à trouver effectivement, à faire une recherche globale autour de ce sujet. De la même façon, le musée Fabre de Montpellier a souhaité, avec probablement les abattoirs de Toulouse, le CSRP, travailler autour des altérations de peinture de certains artistes qui ont utilisé un type de peinture dans les années 55-56, comme Vasarely ou Soulages. Mais pour arriver à tout ceci, il faut effectivement avoir son réseau. Et là, on se heurte après à quelque chose qui devient plus compliqué. D'une part, il faut définir les objectifs et définir un calendrier. Or, plus le réseau est étendu, avec des partenaires différents, plus, j'allais dire, ce calendrier est complexe à mettre en place. Il faut trouver des financements parce qu'effectivement, ce sont des éléments qui ont des coûts. Et là aussi, on voit que les musées sont quelquefois démunis pour trouver des ressources financières qui pourtant se trouvent soit souvent en région, et les conseils régionaux, par exemple, accompagnent les collectivités territoriales là-dessus. Il y a bien sûr des structures, et Pascal Guévot, je suppose, va en parler, la Fondation des sciences du patrimoine. C'est un peu compliqué, c'est pas très bien connu, et ils n'ont pas forcément les clés d'entrée pour élaborer ce type de projet. Ensuite, il y a un autre obstacle qui est qu'il faut intéresser les labos scientifiques pour qu'effectivement les établissements universitaires acceptent de participer à ces sujets. Et là, on va se heurter à la confrontation de ce que j'appellerais la recherche dite académique, et je vais y venir, et la recherche, on va dire, un peu plus habituelle des musées, c'est que les objectifs ne sont pas forcément les mêmes. Alors là, je parle des individus. Je ne parle forcément de la thématique de recherche, mais des individus. Et je vois beaucoup de laboratoires, par exemple, laboratoires universitaires, j'entends, être réservés sur des participations à des idées ou à des projets de recherche, parce qu'il n'y a pas forcément à la clé des publications de rang A qui vont forcément rentrer dans le cursus et l'avancée de carrière des chercheurs qui seront concernés par ces recherches. Donc effectivement, et ces points aussi ont été abordés à plusieurs reprises déjà, il y a effectivement comment trouver un équilibre entre ces deux mondes qui n'obéissent pas aux mêmes règles,
qui n'obéissent pas forcément aux mêmes démarches et qui pourtant font tous les deux de la recherche dans leur domaine propre et des fois collaborent ensemble. Alors cette dichotomie, on la retrouve alors carrément dans mon troisième étage de la fusée, ce que j'appellerais la recherche académique, c'est-à-dire celle qui effectivement est définie, obéit à des règles du type CNRS, Agence nationale de la recherche, des universités, etc. Où là, pour les programmes auxquels nous collaborons, que nous connaissons, etc., on voit que les musées sont assez peu présents en tant que tels. Parce que d'une part, ils ne peuvent pas monter ce type de projet, il faut être un laboratoire universitaire ou CNRS pour pouvoir les monter. Le montage est quand même très compliqué, très formel, c'est pas en langage ou une présentation qui nous est très coutumière, parce que surtout quand on est avec des laboratoires de sciences dures. Et là, effectivement, le musée devient surtout comme un élément qui apporte des objets de collection, qui apporte des sujets d'études ou des supports d'études, mais qui n'est pas un wagon du train de la recherche. Et là, voilà, parce que les chercheurs sont plus rodés à ce type de schéma, parce qu'il y a beaucoup de schémas qui sont issus des sciences dures, auxquels les conservateurs de musées sont moins familiarisés pour les prendre en main, ça demande beaucoup de temps. Et donc, là, le dialogue, quelquefois, peut être complexe entre les conservateurs de musées et qui apportent des collections, mais qui, quelque part, des fois, se sentent un peu déconnectés des enjeux de recherche, qui sont souvent, d'ailleurs, quand on est dans les sciences dures, des enjeux autour de l'instrumentation, et où l'objet patrimonial n'est qu'un support, une application à ses spécificités patrimoniales. Donc, en conclusion, j'allais dire, d'une part, la recherche dans les musées, à mon avis, enfin, la perception qu'on a, elle est un peu faussée parce qu'on a toujours en tête ce schéma d'un modèle académique du type CNRS université, et que le modèle des musées n'est pas tout à fait ancré dans ce schéma, et ça a été très bien dit, et beaucoup mieux que ce que je viens de dire, par mes prédécesseurs. Donc effectivement, il faut qu'on trouve quelque part un équilibre, une manière de collaborer où les chercheurs en tant que tels et le monde muséal trouvent ses finalités, des moyens financiers, les publications, pour qu'effectivement tout ceci fonctionne et qui permettent d'aboutir effectivement à quelque chose. Peut-être aussi développer en termes de connaissances une meilleure diffusion des réseaux universitaires, des outils du type Fondation des sciences du patrimoine, les bourses CIFRE, enfin la liste des laboratoires scientifiques avec des compétences particulières pour que les musées, dans une territorialité donnée, voilà, que le musée de Biarritz ou de Bayonne ne soit pas obligé forcément de s'adresser à des laboratoires parisiens, mais trouve également des compétences de proximité, parce que on est aussi dans des relations personnelles après qui sont extrêmement importantes. Et puis, c'est aussi peut-être, alors là, je parle plutôt pour le ministère de la Culture, et je sais que Pascal Liébaud est très, très sensible à tout ceci, c'est de montrer que la recherche est un élément important au sein du ministère de la Culture. Et je vais vous donner un exemple. Le ministère de la Culture a des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études qui ont ces titres-là. Dans le domaine anglo-saxon, enfin, dans les pays anglo-saxons, ces personnes qui sont donc à la fois des scientifiques des sciences dures, mais qui ont des approches patrimoniales ou une sensibilité patrimoniale, ont une désignation, une identification bien précise. On les appelle des conservation scientists. Or, on n'a pas l'équivalent en France, par exemple. C'est-à-dire qu'on n'a pas ces scientifiques du patrimoine, c'est une appellation comme ça, mais ce n'est pas une appellation qui pourrait quand même là aussi montrer que ce sont des gens qui participent à la connaissance et à la recherche dans le domaine des musées. Donc, pour conclure, je pense que la recherche serait mieux reconnue dans les musées si eux-mêmes déjà, j'allais dire, affichaient revendiquaient en quelque sorte cette étiquette par leur action quasi quotidienne, l'exposition, la diffusion, et utiliser déjà des ressources qui leur sont propres, comme la restauration, comme support dans ce domaine-là. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.
Merci, cher Roland. C'était vraiment très intéressant, extrêmement concret. Beaucoup d'exemples que vous avez donnés. En plus, vous avez fait l'admirable transition avec le passage de parole à Pascal Liévaux. Pascal, juste avant de vous passer la parole, j'invite chacun à aller regarder aussi la conversation dans le chat, parce que vous êtes nombreux à mettre des commentaires, pas à poser des questions, mais à mettre des commentaires. Et je pense que les orateurs peuvent aussi répondre s'ils se sentent interpellés par les questions du chat. On essaiera de garder un petit moment pour le débat sur cette première partie tout à l'heure. Ça va peut-être être un petit peu juste en temps, mais ce serait quand même précieux d'y arriver. Cher Pascal Liévaux, vous êtes aujourd'hui donc à la direction générale des patrimoines, à la délégation à l'inspection, à la recherche et à l'innovation. Vous êtes responsable de programme de recherche du ministère de la Culture. Vous y avez été invité il y a un instant par Roland May. Comment ça se passe la recherche au ministère de la Culture? Merci, chère Juliette Raoul-Duval, de m'avoir invité à m'exprimer. Vous m'avez demandé brièvement, donc je vais tenter d'être bref. Et je le serai d'autant plus facilement que Roland May a abordé bien des questions que je souhaitais moi-même aborder. Et j'adhère très globalement à son analyse de la situation. Alors, en ce qui concerne le ministère de la Culture et le secteur patrimonial qui me concerne, et donc la Direction générale des patrimoines et de l'architecture, cela fait plusieurs années que nous tentons, et il est vrai que nous ne sommes pas très nombreux pour ce faire, pour tout dire, que nous tentons de développer, de consolider une politique de la recherche sur les patrimoines. Tout récemment, au 1er janvier, a été créé le service que vous avez évoqué, Juliette, une nouvelle délégation à l'inspection, à la recherche et à l'innovation, qui est un service transversal placé auprès du directeur général des patrimoines et de l'architecture et qui a justement vocation à ouvrir la voie à de nouvelles réflexions sur les métiers du patrimoine, sur nos actions en matière de connaissance, de conservation et de transmission du patrimoine. Et donc de porter des sujets plutôt transversaux qui embrassent l'ensemble du champ patrimonial, des institutions patrimoniales, dont bien entendu les musées. Donc cette recherche, elle a pour but tout d'abord d'améliorer l'action des professionnels que nous sommes, d'éclairer aussi les politiques que nos différentes institutions, à commencer par le ministère de la Culture, élaborent et portent dans le domaine du patrimoine, et aussi une recherche qui s'inscrive, ou plutôt qui inscrive les institutions patrimoniales, dont les musées, au cœur des grands défis actuels de la connaissance, que ce soit des défis dans le domaine de l'intelligence artificielle ou de la compréhension du changement climatique. Donc, le travail que nous menons, modeste par rapport à l'ampleur de la tâche, mais nous le faisons avec beaucoup de détermination, s'appuie sur quelques principes dont je vais peut-être dire quelques mots et qui vont recouper ce qui a pu être dit précédemment. Le premier de ces principes, c'est vraiment d'associer systématiquement les professionnels du patrimoine et les chercheurs qu'on va qualifier d'académiques dans les programmes de recherche, dès la définition des projets de recherche, ce qui est une garantie que les résultats de ces recherches seront utiles à ces professionnels dans le cadre de leur mission. Ça a été dit tout à l'heure, on a trop vu autrefois des chercheurs arriver dans les musées et finalement ne souhaiter qu'avoir les clés des réserves pour travailler sur les collections, et évidemment sans véritable retour pour les conservateurs ou pour les responsables de ces institutions patrimoniales. Donc vraiment donner toute leur place aux institutions patrimoniales dans ces recherches, qu'ils ne peuvent le plus souvent porter seuls pour des raisons techniques qui ont aussi été évoquées,
et donc faire en sorte que ces projets conjointement élaborés par les chercheurs et par les professionnels du patrimoine, qui eux aussi sont des producteurs de connaissances, soient équilibrés et conditionner les soutiens que nous pouvons y apporter à cet équilibre. Et puis aussi, bien sûr, essayer, autant que faire se peut, de lever les freins qui empêchent parfois les professionnels du patrimoine de s'impliquer autant qu'ils le souhaiteraient dans des programmes de recherche. Par exemple, parmi ces professionnels, les restaurateurs qui, pour la plupart, travaillent en libéral, ont beaucoup de difficultés à s'inscrire dans des projets de recherche, tout simplement parce que il faut prévoir dans le plan de financement du programme le moyen de les dédommager du temps qu'ils vont passer pour mener à bien ces recherches. Ça a été dit aussi, les personnels des musées, les conservateurs eux-mêmes, ne sont pas toujours incités par leur hiérarchie à s'impliquer dans des projets de recherche, et cela va même parfois à l'encontre de leur propre carrière, de leur propre progression professionnelle. Donc tout ça sont des sujets sur lesquels nous travaillons. Un autre principe de base pour nous, c'est vraiment d'encourager la pluridisciplinarité. Alors, c'est une tarte à la crème dans le domaine des sciences, mais véritablement, ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences du patrimoine, ou en anglais Heritage Science, sont vraiment le produit de regards croisés entre des disciplines aussi variées que l'histoire de l'art, l'archéologie, l'anthropologie ou la sociologie, qui appartiennent au domaine des sciences humaines et sociales, et des sciences expérimentales que je ne qualifierais pas de dures parce qu'en face il n'y a pas de sciences molles, telles que la physique ou la chimie, qui sont notamment sollicitées pour l'étude matérielle des objets patrimoniaux. Et puis bien sûr, les sciences du numérique qui sont omniprésentes aujourd'hui, qu'il s'agisse dans le cadre de projets de recherche, de constituer des bases de données dans le cadre d'humanité numérique, mais aussi, bien sûr, très important dans notre domaine et pour les musées, tout ce qui touche à l'imagerie et à la constitution de maquettes 3D. Un autre principe, c'est vraiment d'encourager les rapprochements interinstitutionnels, et c'est d'autant plus important pour les petites structures muséales qui ne disposent pas en interne de services de la recherche, comme ça peut être le cas pour le Louvre ou le musée du Quai Branly-Jacques Chirac. Et puis, d'aider les structures patrimoniales à s'inscrire dans les réseaux de la recherche, à établir des partenariats avec les principaux acteurs de la recherche, que sont les universités, que sont, pour nos domaines, l'INHA, que sont bien sûr le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le CNRS, l'Agence nationale de la recherche, etc. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le ministère de la Culture, depuis plusieurs années, travaille dans le cadre d'un accord entre le CNRS et le ministère qui permet d'accompagner, de porter des laboratoires sur des thématiques de recherche qui nous intéressent. Roland May a évoqué tout à l'heure la Fondation des sciences du patrimoine, à laquelle appartiennent à la fois des établissements d'enseignement supérieur, culture, des musées, des universités, qui est cette fondation vraiment l'exemple même de ce que nous souhaitons promouvoir, et qui permet justement de mettre en œuvre ces sciences du patrimoine dans de bonnes conditions. Il y a un autre aspect dont je voudrais dire un mot très rapidement, qui a été abordé aussi, c'est la question de la diffusion des résultats, puisque nous sommes dans un contexte de sciences ouvertes, et tant mieux. Donc, la diffusion des résultats de la recherche est quelque chose d'extrêmement important. Elle est conditionnée aussi par la pérennité des données de la recherche et des outils qui sont produits à l'occasion de ces recherches.
On a trop vu des bases de données élaborées à grands frais et contenant beaucoup de savoir à l'intérieur, par exemple, de musées qui disparaissaient en même temps que leurs auteurs partaient à la retraite. Donc, ça sont des choses, évidemment, auxquelles nous sommes extrêmement attentifs, cette pérennité des données, cette transmission des savoirs. Et c'est une obligation, notamment dans le cadre de recherche financée sur des financements publics. Restituer les résultats au public, ça a été aussi évoqué, je crois, par Roland May, et c'est quelque chose de très important et que les musées sont bien placés pour faire en direct, par le biais de publications, par le biais, et notamment en ligne, par le biais d'expositions, par le biais de conférences et de programmation culturelle qui permettent de mettre en avant toute cette recherche qui est produite au sein des musées ou avec les musées. Et puis, bien sûr, ne pas hésiter à passer un peu de temps à rédiger des articles, alors pas seulement pour les revues de rang A, mais aussi pour des revues qui sont plus spécialisées dans nos domaines. Bien sûr, la revue In situ, revue en ligne, dont je fais au passage la publicité, qui est ouverte à tous les professionnels des musées et qui a pour objectif précisément sur des thématiques patrimoniales de croiser les regards entre chercheurs académiques et professionnels du patrimoine, ou une revue comme Techné qui porte plus précisément sur les questions de conservation-restauration. Et puis enfin, Juliette, vous m'avez invité à faire une ouverture sur le niveau plus européen de nos actions, car il est évident que de très nombreuses thématiques de recherche ne sont vraiment pertinentes que traitées au niveau européen, au niveau international. J'invite nos collègues des musées à être attentifs au nouveau programme de recherche européen Horizon Europe qui vient de commencer au 1er janvier, qui a été élaboré pour 7 ans et qui propose des financements intéressants à solliciter. Donc des appels à projets, une première vague d'appels à projets va être lancée dès ce printemps, dès que le Parlement européen aura définitivement validé ce programme. Et nous avons beaucoup bataillé à plusieurs pays européens pour que le patrimoine constitue un axe à l'intérieur de ce programme de recherche Horizon Europe. Et c'est le cas, ça n'était pas le cas dans le précédent, Horizon 2020. Donc cela garantit le fait que régulièrement des appels à projets seront financés dans nos domaines. Et donc, vraiment, j'invite vos institutions à y être attentifs, à se rapprocher de laboratoires de recherche pour pouvoir répondre à ces appels à projets. Et puis, très rapidement, 2 grands dispositifs européens dans lesquels la France est engagée. L'initiative de programmation conjointe pour le patrimoine culturel JPI Cultural Heritage, qui est d'ailleurs depuis 2 ans pilotée par la France. Il y a 10 initiatives de programmation conjointe en Europe qui sont accompagnées par la Commission européenne. Toutes portent sur des sujets tels que des sujets de sciences expérimentales, tels que le climat, tels que les océans, tels que la santé. Une seule dans le domaine des sciences humaines et sociales, précisément celle sur le patrimoine culturel. Et donc, l'idée, c'est que plusieurs pays européens, en l'occurrence une vingtaine de pays européens, se concertent régulièrement par l'intermédiaire de représentants de leur ministère de la Recherche et de la Culture, avec le soutien de leurs agences de financement de la recherche, pour définir ensemble quelles sont les priorités à leurs yeux au niveau européen en matière de recherche sur le patrimoine. Et ensuite, de faire du lobbying au niveau national et européen pour que cette recherche trouve à être financée. La JPI Cultural Heritage lance aussi chaque année quasiment des appels à projets de recherche sur différentes thématiques. Récemment, il y en a eu sur le thème Conservation, Protection and Use.
Le dernier portait sur le thème Identities Perceptions, donc plus sciences humaines et sociales. Et là, un gros appel à projet se prépare sur le thème du patrimoine et du climat. Et donc à la fois l'impact du changement climatique sur le patrimoine, qui n'épargne pas les collections des musées, et aussi ce que le patrimoine peut apporter dans des politiques de développement durable. Et à ce sujet, je vous invite à aller voir sur le net le nouvel agenda stratégique de la recherche et de l'innovation qui a été produit, qui est le produit de ces réflexions au niveau européen et que l'on peut consulter sur le site du Heritage Research Hub, qui est conçu pour être un lieu d'échange entre professionnels du patrimoine et chercheurs sur le patrimoine, où l'on peut à la fois trouver des informations, mais aussi diffuser de l'information sur les questions de recherche. Donc, les axes prioritaires qui ont été définis dans cet agenda stratégique de la recherche portent sur les liens entre patrimoine et société, pour montrer comment le patrimoine est un phénomène dynamique dans une société qui est elle-même en grande mutation, et toute la recherche qui permet d'inscrire encore une fois le patrimoine et les sciences du patrimoine dans les grands enjeux sociétaux. Un autre axe porte plutôt sur la question de la gestion durable du patrimoine culturel, les questions de gouvernance, les nouvelles stratégies, les nouveaux modes de gouvernance qui incluent notamment la participation de la société, et puis l'élaboration aussi de nouveaux modes de conservation. Un autre axe porte plus particulièrement sur les questions de considérer comment le patrimoine culturel réagit à un contexte extrêmement changeant, avec l'impact sur ce patrimoine d'évolution rapide du contexte social, politique, économique, environnemental. Comment faire face à des dangers tels que le terrorisme culturel, le trafic illégal des biens culturels, ou des pandémies telles que celles que nous vivons aujourd'hui, et qui a évidemment un impact fort sur des institutions telles que les musées. Et enfin, un axe, et ça ne vous étonnera pas, qui porte plus particulièrement sur le patrimoine culturel face aux changements climatiques et environnementaux, et qui incite à mener des recherches sur les moyens d'anticiper, de contrer l'impact de ces changements climatiques sur le patrimoine. Et pour finir, un deuxième projet européen dans lequel la France est particulièrement impliquée à travers le ministère de la Culture, à travers un de ses laboratoires qui est le Centre de recherche et de restauration des musées de France notamment, c'est le projet ERIS, European Research Infrastructure for Heritage Science. C'est un projet qui est coordonné par l'Italie, mais qui en fait est le résultat de dizaines d'années de travaux de recherche conjointement menés sous la houlette de l'Italie et de la France sur l'approche matérielle des objets patrimoniaux et des œuvres patrimoniales. Et donc, ce projet, très rapidement, consiste à mettre en réseau des grands instruments d'analyse de la matérialité des objets patrimoniaux, mais aussi, bien sûr, les équipes scientifiques qui sont autour, pour faire en sorte que les politiques concurrentielles qui peuvent exister aujourd'hui au sein de l'Europe dans ce domaine soient au contraire des politiques de partenariat et de complémentarité, puisque ce sont souvent des instruments d'analyse qui sont extrêmement onéreux. Et donc, nous faisons le pari d'une complémentarité, d'investissements complémentaires entre les pays européens. Pour vous donner un exemple, un des apports de la France, c'est le synchrotron soleil à Saclay, qui, avec le laboratoire Ipanema entièrement dédié au patrimoine, permet des analyses extrêmement fines de la matière des œuvres qui sont soumises à analyse.
C'est aussi, par exemple, le nouvel Aglaé du C2RMF, qui lui aussi est un outil extrêmement intéressant, et tout cela évidemment environné d'équipes de recherche particulièrement expérimentées. Voilà ce que je voulais dire très rapidement, et bien sûr, je suis ouvert aux questions que vous pourrez poser. Merci beaucoup, Pascal. Vous avez donné énormément d'informations dans votre intervention. Je pense qu'on va avoir des questions qui vont arriver sur le chat, et s'il nous reste un peu de temps, on gardera du temps pour le débat. Vous avez ouvert sur les questions européennes, donc très naturellement, maintenant, je passe la parole à notre collègue Stéphanus Scholten, que je ne vois pas dans la mosaïque, mais qui… Ah oui, ça y est, bon, rebonjour. Rebonjour Steph, merci infiniment d'être avec nous. Steph, et donc, vous êtes donc membre du comité international des musées universitaires, UMAC, comité de l'ICOM. C'est un peu à ce titre-là que nous vous avons invité, parce que le point qui va être intéressant à ce moment de notre discussion, ça va être, après avoir entendu finalement tous ces responsables d'institutions françaises, de nous dire si comment est le paysage dans le champ couvert par UMAC. On ne pourrait pas tout dire naturellement, et peut-être nous dire un petit peu le paysage. Je vous présente quand même, vous êtes chercheur à Glasgow, à l'université de Glasgow, au Unitarian, et vous êtes également, c'est une des dimensions peut-être sur lesquelles vous terminerez votre intervention, ou alors on débattra, vous êtes membre du comité de déontologie de l'ICOM, et notre sujet avait aussi une partie qui s'appelait déontologie des musées, déontologie de la recherche. Peut-être vous aurez envie d'en dire un mot, mais si vous le voulez bien, commençons par cet élément de comparaison internationale. Le système de la recherche dans les musées en France, est-ce qu'il est comparable à d'autres? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter sur ce sujet? Merci, Steph, d'être avec nous. Ok. Bonsoir, chers collègues. Je m'excuse pour ne pas parler en français. Mais pour moi, un webinaire comme celle-ci ce soir est trop complexe pour ma maîtrise de votre langue. Je suis désolé, mais alors je dois continuer en anglais. So, dear colleagues. Donc, chers collègues, bienvenue au musée Hunterian à l'université de Glasgow, qui est malheureusement en dehors de l'Union européenne aujourd'hui. Et en fait, il y a beaucoup de questions qui ont été présentées déjà ce soir. Les autres intervenants ont vraiment très bien présenté déjà la situation. Je ne sais pas si la situation est en réalité très différente de ce que c'est en France. Je pense que les mêmes enjeux autour de la fracture entre les universités et les musées, les recherches académiques dans les musées. Il y a toujours le problème des petits musées en dehors des grandes villes qui n'ont pas les capacités à faire ce qu'ils doivent faire. Mais il y a quelque chose de particulier pour les musées d'université qui les rend très intéressants en tant que dans un rôle transverse entre le monde de l'université et les musées. On a vu beaucoup de têtes qui parlent ce soir, mais je ne vois pas moi-même, mais je vois Madame Raoul Duval, mais vous allez voir aussi cette présentation, et je pensais que j'allais peut-être vous montrer d'abord quelques images au lieu des têtes qui parlent. Donc quelques images
de vrais musées. Je pense que ça serait intéressant. Le prochain diapo, s'il vous plaît. Prochaine diapo, merci. Merci beaucoup. Donc, je prends par exemple mon propre musée, le Hunterian à Glasgow. C'est un musée des Lumières fondé à la fin du 8e siècle par William Hunter, un médecin et un sage-femme mâle à la reine anglaise Charlotte. Sa collection, c'était l'une des premières collections rationnelles en Europe. Et Hunter, à sa mort en 1793, a laissé sa collection à l'université de Glasgow. Ici, on le voit peint par son ami Alan Ramsay. Donc, on a vu le premier musée hunterien en 1807, qui était le premier musée public en Écosse. Et puis après, on a vu un nouveau musée hunterien en 1870. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Après le déménagement. À droite, en haut, vous voyez le bâtiment de l'université. Et puis en bas, et puis aussi dans mon arrière-plan, vous allez voir l'une des galeries dans ce deuxième musée hunterien. Depuis 1870, les collections ont bien sûr été élargies. Il y a 1,5 million d'objets de tous les types. Nous avons plusieurs lieux de musées sur le campus de l'université. Je pense que le musée hunterien peut être appelé l'une des plus importants musées d'université au Royaume-Uni, comparable avec ce qu'on a à Oxford, Cambridge, Londres et ailleurs. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Vous voyez ici que nous avons un musée de l'anatomie, de zoologie. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ici, vous voyez la maison de l'architecte de renommée Mackintosh. Et puis depuis 2016, nous avons un centre d'études où nous utilisons nos collections pour enseigner, pour faire de recherche, pour travailler avec des universitaires, pour enseigner les étudiants avec nos collections dans des lieux conçus spécialement, qui impliquent du travail avec des conservation scientists, des scientifiques de la conservation. Ce type d'organisation est typique dans beaucoup de musées universitaires. Dans le 19e et 20e siècle, la production de connaissances dans les universités est devenue plus spécialisée, comme nous le savons, et on a vu une multiplication de disciplines scientifiques, des collections de recherche basées sur le travail sur le terrain, de développement de collections pour l'enseignement. Et pour certaines de ces collections, on a vu de nouveaux espaces, par exemple pour la zoologie à Glasgow. C'est toujours le cas dans beaucoup d'universités, mais plus largement dans les musées, il y a des séparations selon les disciplines. L'histoire des sciences, l'histoire de l'art, l'histoire naturelle, ils sont tous basés et connectés avec leurs disciplines qui varient énormément. Il serait juste de dire que ces traditions partout dans le monde sont similaires. C'est en lien avec la méthode scientifique qui trouve ses racines dans le temps des Lumières et l'expansion coloniale dans l'Europe de l'Ouest. Je pense qu'en réalité, la recherche n'est plus vraiment au cœur de ce que font les musées aujourd'hui. Les musées qui envoient des archéologues pour travailler dans le monde, pour fouiller dans le monde, des biologistes pour chercher la biodiversité et d'autres spécialistes, ça devient de plus en plus rare.
peu sont les musées qui ont de grandes bibliothèques d'études. L'un des musées de renommée vient d'annoncer qu'ils vont réduire leur bibliothèque d'études. Mais en réalité, dans la plupart des musées dans le monde, ce genre de recherche n'a jamais été possible. Il manque le personnel, les compétences pour ce genre de recherche important, à part les projets occasionnels où nous avons parfois des invités qui viennent en connexion avec d'autres programmes ou avec d'autres aspects. Le centre du travail des musées, c'est maintenant le travail dans les communautés, travail avec les populations qui aujourd'hui manquent de financement et doivent se concentrer sur leur public. Et cela est bien sûr un problème parce que sans des apports intellectuels, notre compréhension des collections va stagner. Nous allons juste répéter les mêmes connaissances. Et dans le temps, nos connaissances vont devenir de moins en moins pertinentes. Et c'est là où j'aimerais me concentrer sur un nouveau phénomène qu'on voit dans notre monde des universités. Ce qu'on nous demande depuis une décennie maintenant change de ce qu'on nous demandait avant. Et je résume ce changement en disant que maintenant nous devons considérer maintenant non plus ce que nos collections sont, mais ce qu'ils veulent dire pour différents groupes, pour des segments des publics et pour le monde en général. Mais la question de ce que veut dire des collections, on ne peut pas répondre à ces questions par des recherches traditionnelles disciplinaires, parce que ça implique un travail transverse entre les disciplines. Ça implique aussi une approche des objets d'autres perspectives. Ça veut dire réaliser le biais dans nos méthodes. Et ça veut dire aussi permettre aux autres de travailler avec nous sur les collections, sur des manières qui sont pertinentes pour eux. C'est ce qui a été représenté dans la nouvelle définition du musée, DICOM. Ces autres publics sont souvent en dehors des musées. Ils sont autres que les publics bourgeois blancs qui viennent les plus souvent à nos musées. On travaille de plus en plus avec de nouveaux publics qu'on n'a pas servi jusqu'ici. Et ça veut dire que nous devons laisser derrière notre autorité de conservateur pour que les interprétations ne soient pas basées seulement sur notre connaissance scientifique. Ça, c'est difficile pour les musées parce que les musées aiment avoir le contrôle sur le récit qui est présenté dans nos espaces. Mais qu'on l'aime ou pas, c'est dans cette direction qu'on va, surtout dans le monde occidental. Peut-être que je peux présenter deux exemples de mes expériences récentes. Est-ce qu'on peut avancer 2 diapos, s'il vous plaît? Encore une. Encore une. Oui, très bien, merci beaucoup. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est le travail de William Hunter, le fondateur de mon musée. Donc, j'ai dit que c'était un anatomiste, c'était un médecin, c'était un sage-femme masculin, mâle, et il a fait beaucoup de recherches sur les grossesses et on a vu beaucoup de documentation de ces recherches. On peut voir ici des témoignages de ce travail. On voit des moules, des corps de femmes qui sont mortes pendant la grossesse. On voit des dessins, des esquisses qu'il a fait pendant ses recherches. Ce qui est intéressant, c'est que
ce qui a commencé il y a 250 ans en tant que la documentation de recherche. Et ces choses ont été utilisées maintenant depuis 250 ans pour enseigner. On ne les a jamais considérées problématiques jusqu'au XXIe siècle. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on n'a jamais posées avant. Donc, par exemple, on connaît toutes les personnes avec qui William Hunter a travaillé, celui qui faisait les esquisses, ses assistants de laboratoire, etc. La seule chose que nous ne savons pas, c'est le nom des femmes qui ont été disséquées dans ces recherches. Nous n'en savons rien sur comment il a obtenu les corps de ces femmes. Nous pouvons regarder ce processus de recherche sur la naissance comme le début de la médicalisation de la naissance. Et puis ce sont aussi des images violentes de la mutilation. Ce n'est pas juste l'histoire de la médecine comme on pourrait l'interpréter de manière traditionnelle. Et ça souligne pas seulement les réussites du fondateur de notre musée, mais ce sont aussi des objets qui sont en lien avec le genre, la manière. Quand nous avons voyagé à Yale aux États-Unis, on nous a demandé de ne pas présenter ces objets parce que plusieurs membres du personnel n'étaient pas à l'aise avec ces objets. Ça, c'est un exemple. Une prochaine diapo, s'il vous plaît. La prochaine diapo pour mon prochain exemple. Vous voyez ici à droite un petit instrument qui est le moteur Newcomen modèle. C'est un petit modèle de moteur à vapeur qui a donné à James Watt l'inspiration pour l'améliorer et pour développer une machine à vapeur qui était efficace et performante et qui a pu démarrer la révolution industrielle. Donc, de manière traditionnelle, conventionnelle, cet objet et James Watt sont célébrés comme des icônes, des aspects célèbres de l'ingénierie. James Watt venait de Glasgow, il était un génie qui a créé cette merveilleuse invention. Mais ces dernières années, on a fait plus de recherches sur l'arrière-plan de James Watt et comment il a pu venir à travailler à l'université de Glasgow. Et pour cela, le monsieur à gauche, Alexander Macfarlane, était un Écossais des régions de la campagne de l'Écosse et comme beaucoup d'Écossais, il a voyagé aux Antilles pour essayer de faire fortune. Il est devenu propriétaire de plantations de sucre avec des esclaves. Il est devenu très riche. Il a commencé à acheter des instruments scientifiques et de faire des recherches lui-même. Et à sa mort, il a légué ces instruments à l'université de Glasgow qui ont, à ce moment-là, embauché le jeune James Watt, qui se croyait toujours un fabricant d'instruments. Ils l'ont embauché pour gérer ces instruments, mais c'est là qu'il a rencontré cette machine à vapeur. Mais on a découvert par les recherches que la famille même de James Watt a été très impliquée dans la traite d'esclaves. Nous avons appris dernièrement que James Watt a été lui-même impliqué dans la traite d'esclaves. Et ça, en elle-même, c'est une histoire qui n'a pas encore été racontée.
C'est une histoire que jusque-là, on n'a pas considérée pertinente. Mais c'est une histoire qu'on n'aurait jamais découvert si on avait regardé seulement James Watt et sa machine à vapeur et cette merveille d'ingénierie. Donc, pour conclure, je dirais que le type de connaissances dont nous avons besoin dans le 21e siècle, nous avons besoin de réfléchir à cette autre approche où on ne peut plus se fier nécessairement à cette approche disciplinaire auquel nous sommes habitués depuis 200 ans maintenant. Merci beaucoup de votre attention et je repasse la parole à Juliette. Merci beaucoup Stéphanus de cette présentation qui était très intéressante. Il est incroyablement exactement le temps de passer à la table ronde. Donc, on ne va pas pouvoir lancer de questions maintenant. J'invite chacun à vraiment regarder dans le chat et peut-être aux intervenants qui se sentent concernés pour répondre aux questions qui sont posées de cette manière-là. Par nos participants d'y répondre.